Et je vais passer donc tout de suite la parole en transition à Alexandre Pereira, qui est directeur général des services de la ville de Lavelanet, dans l'Ariège, en Occitanie, pour donc une expérience urbaine autour de la requalification et des retrouvailles avec une rivière qui était enfouie dans cette petite ville. Aujourd'hui, je crois labellisée Petite Ville de demain, si je ne me trompe pas, qui va nous raconter un petit peu ce projet urbain et la manière dont il a revitalisé finalement cette ville. Je vous en prie. Tout à fait. Merci. Merci Hélène. Bonjour à tous. Déjà, merci aux organisateurs parce que c'est avec un grand plaisir que j'ai de vous présenter en fait le projet de requalification du secteur Sécoustous. Donc, je vais démarrer rapidement. Donc, je vais vous faire partager le diaporama. Voilà, c'est celui-ci. Tout le monde là? C'est bon? Ça fonctionne, merci. Allez, ça fonctionne. Donc, avant de s'attarder sur le projet de requalification du secteur Sécoustous, je vais juste présenter un peu le contexte en fait. Le contexte, c'est la ville de Lavelanet qui se situe au cœur du pays d'Olme en fait. Et sur les différentes images que vous voyez, donc on est au pied des Pyrénées. Mais la carte la plus intéressante, c'est la carte napoléonienne, en fait, qui situe en fait le centre-ville de Lavelanet. Et comme on voit, Lavelanet et ce centre-ville se situent dans une cluse. Et cette cluse vient couper en deux le plan Thorel, qui est en fait une montagne qui part de part et d'autre de l'Ariège. Donc le cœur de Lavelanet, en fait, se situe là. Et le secteur Sécoustous se situe là. Donc, c'est pour vous expliquer que ça a été un peu compliqué parce qu'on se retrouve serré, en fait, par ce plan Thorel. Lavelanet était la ville la plus riche de Midi-Pyrénées. Pourquoi? Parce qu'elle était assise sur une industrie qui était liée au textile et en fait, c'était le plein emploi, un étalement urbain, donc on peut voir sur la photo un peu plus large. Et donc, c'était le plein emploi. Bon, voilà, tout était, on va dire, de bel augure. Et puis, dans les années 90, 2000, malheureusement, comme la plupart des villes industrielles, l'industrie s'est déplacée, a quitté notre territoire et on s'est retrouvé d'une ville qui était la plus riche de Midi-Pyrénées à une ville qui était la plus pauvre et qui est la plus pauvre de Midi-Pyrénées. Donc, des logements vacants, environ 300, une paupérisation de certains secteurs de la ville. Donc, voilà, on se retrouve sur une ville qu'il faut reconstruire, en fait. Reconstruire et rechanger son image. Et avec le diaporama suivant, on s'aperçoit qu'elle a des qualités. On s'aperçoit qu'elle a un environnement qui est de moyenne montagne, avec l'eau qu'on voit un peu partout, une richesse paysagère aussi qui est assez exceptionnelle. Voilà, donc une industrie omniprésente, mais qui a laissé un patrimoine assez intéressant et qu'il y a lieu de remettre en valeur. Et c'est ce qu'on va s'attacher tout le long des années à venir. Donc, tout d'abord, un bref récapitulatif historique. En 2014, donc, les élus de la ville de Lavelanet voient leur ville et surtout le centre-ville en déshérence. Ils mettent en place une étude de reconquête qui a permis la lauréatisation de l'AMI Centre-Bourg et l'appel à manifestation d'intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs. Ça a donné lieu à une étude préopérationnelle. Et donc, moi, je suis arrivé en 2015 en tant que chef de projet urbain. Pour la petite histoire, donc j'ai une formation d'urbaniste et j'ai appris la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage tout le long de ma carrière, ce qui a permis aussi à la collectivité d'imbriquer cette phase travaux avec cette urbaniste que je suis. Et ensuite, l'année 2016 a été une année, on va dire, très prolifique pour nous, puisqu'elle nous a permis d'être lauréatisé TEPCV, Territoire à énergie pour la croissance verte. Et donc, ça a donné lieu à quelque chose d'important, c'est-à-dire la ville a bénéficié d'une subvention de 2 millions d'euros, auxquelles j'ai ajouté également les autres subventions, région, département. Mais TEPCV a une particularité, c'est que d'entrée de jeu, on nous donne en fait, on nous attribue la subvention pour démarrer rapidement. Donc, en termes de comptabilité, en termes de trésorerie, c'est assez intéressant puisque déjà, on peut engager les projets. Et ensuite, l'année 2017, 2018 et suivant,
a été une année qui a été consacrée aux travaux et à la recomposition de ce centre-ville. Parallèlement à cet échéancier, il faut noter que la ville a été lauréatisée par 3 prix. Le prix de l'ingénierie territoriale, ensuite le prix de la participation citoyenne, et là, dernièrement, l'année dernière, on a obtenu le prix de Bâti Actu sur la qualité des matériaux qui ont été mis en exergue sur ce projet. Parallèlement à tout ceci, on a créé sur le secteur du Sécoustous la maison des projets en 2016, donc pour faire participer les habitants. En fait, toute cette organisation, on a décidé de lui mettre une trame, et la trame, c'est Lavelanet 2050, pour donner une prospective urbaine à cette ville. Alors, avant de s'attarder sur le secteur Sécoustous, ici, vous avez 2 planches. En fait, on a travaillé sur la reconstruction et la requalification de la ville. On a travaillé sur 9 projets structurants pour reconquérir ce centre-ville. On est allé beaucoup plus loin, puisqu'en fait, l'objectif des élus, c'était de mettre en place une mobilité douce à travers une trame verte et bleue. Et cette mobilité douce était de placer Lavelanet au cœur des 4M. Les 4M, ce sont 4 sites touristiques de renommée nationale. On a les Monts d'Aulne, le Mont-Ségur, Montbel et Mirepoix. Et l'objectif, en fait, c'est de faire converger tous les flux touristiques vers Lavelanet à travers la voie verte et pour que tout le monde accède à ce centre-ville. Et bien entendu, le reconquérir. Donc, c'est pour ça que sur les 2 prochaines diapositives, j'ai mis en avant 2 projets structurants. C'est l'ancienne maison de retraite. Pourquoi elle est importante? Parce qu'en fait, elle domine le secteur Sécoustous. Et comme vous verrez un peu plus tard dans les photos, en démolissant en fait, cette ancienne maison de retraite, qui quand même était le château de Lavelanet dans les années 1950, on a voulu la détruire pour modifier et donner un changement sur cette ville et lui donner aussi, on va dire en matière paysagère, avoir un impact auprès des habitants. Comme je disais aux élus, la démolition de cet ensemble a été importante parce que, en fait, on a donné une marque de changement qui nous a permis de mettre Lavelanet dans une autre position. Donc, on est parti d'une ville industrielle et l'objectif, c'est d'en faire une ville verte et une ville bleue. La deuxième diapositive, elle correspond en fait à l'avenue Alsace-Lorraine. Alors, pourquoi? Parce que l'avenue Alsace-Lorraine, c'est un boulevard urbain d'environ 1 km et sur sa partie sud, il y a l'arrivée de la voie verte. L'arrivée de la voie verte, c'est sur les 2 photos que vous voyez. Voilà, on arrive là devant un bâtiment, une salle multisport, mais en matière, on va dire, de mobilité douce, est voué à l'automobile. Donc l'objectif, ça a été de requalifier cette avenue et de conduire les gens qui arrivent de l'avenue Alsace-Lorraine, de les faire conduire jusqu'au secteur Sécoustous, au centre-ville, pour le revitaliser. Donc vous avez quelques diapositives en fait de l'aménagement de l'avenue Alsace-Lorraine. C'est en fait la suite logique de ce qu'on va voir sur la partie du secteur Sécoustous, mais on a laissé une large place à la mobilité douce, également à l'aspect paysager, puisqu'on a replanté environ une centaine d'arbres, mais également on a fait un petit clin d'œil à l'industrie du textile, puisque sur la droite, la photo que vous voyez, les luminaires en fait. Donc en fait, l'armature que vous voyez du luminaire, c'est un clin d'œil à l'industrie du textile. Donc voilà, donc on se retrouve sur cette avenue Alsace-Lorraine et elle nous mène tout droit au secteur Sécoustous. Donc le secteur Sécoustous se situe au milieu de la Cluse, étranglé dans le plan Thorel, et sur sa partie droite, ici, il y a l'ancien château. Donc l'objectif de ce projet-là, en fait, ça a été de redonner de la verdure en fait, à cet espace. Il a une particularité, ce projet-là, c'est qu'on a fait travailler 2 architectes. En fait, le secteur Sécoustous est couplé à un autre projet qui s'appelle le projet des forêts urbaines. En fait, je me suis aperçu que tout le long du plan Thorel, on avait une enfilade de bâtiments,
Et ces bâtiments, en fait, empêchaient à la ville de rentrer dans sa forêt et également empêchaient les habitants de pénétrer dans cette forêt. Donc l'idée, ça a été de modifier, on va dire, l'organisation de cette place et on a fait des démolitions de bâtis permettant ainsi à la population de s'approprier les forêts. Donc ce projet-là s'appelle les forêts urbaines, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui que je vais vous présenter, c'est celui du secteur Sécoustous. Donc sur cette plaquette ici, si vous suivez ma main, sur la droite, vous avez le plantoret de part et d'autre. Au milieu, en fait, on a le pipier. En fait, d'un soula à l'autre, on le relie par le projet des forêts urbaines. Et quand on se retrouve ici sur la partie droite, on se retrouve sur le secteur Sécoustous. Donc en fait, on a voulu travailler sur la forme de la ville, mais également sur la forme par rapport à son altimétrie en fait. Vous voyez en bas sur cette coupe, c'est la coupe transversale de la ville, de part et d'autre du secteur Sécoustous, mais également de Sainte-Rufine. Et on voit bien qu'en fait, l'objectif, ça a été de permettre une traversée entre les soulats à travers ces deux projets-là. Donc ici, sur cette planche, en fait, on a le projet du secteur Sécoustous. Donc sur la droite, vous avez une coupe, en fait, c'est pour vous indiquer qu'au préalable de ces travaux, il y avait un îlot, une barre d'immeubles environ, qui était composée de 6 immeubles qu'au préalable, on a démoli, en fait, pour pouvoir aérer le centre-ville. Sur la partie droite, vous avez un plan de masse et qui indique, en fait, on arrive à comprendre la suite de l'îlot qui se retrouvait ici, qui allait juste ici. Donc, en fait, on a démoli cet îlot central pour créer une place et une nouvelle centralité. Mais sur la partie droite, là où si vous voyez ma main, il y avait une dalle en béton que vous verrez plus tard dans les photos. En fait, l'objectif sur les thématiques paysagères, ça a été de donner à Lavelanet cette nouvelle identité d'une ville nature à travers la mobilité douce. Alors, il y a plusieurs facteurs là-dessus. On a travaillé sur la trame bleue, puisque en fait, l'eau est partout sur Lavelanet, mais on ne la voit pas, parce qu'elle a été en fait bétonnée. Et l'autre thématique importante, ça a été la trame verte, puisqu'on se retrouve avec pas mal d'espaces boisés, mais également qu'on ne voit pas. Donc voilà, donc là on arrive sur le secteur Sécoustous. Donc sur la partie haute, donc on voit bien en fait cette dalle bétonnée. Alors cette dalle béton, pourquoi elle est là? Mais en fait c'était pour cacher les stigmates de l'industrie, puisqu'en dessous coule un cours d'eau qui s'appelle le Pipier. Et en fait, en amont de ce Pipier, il y a quasiment toutes les entreprises liées au textile. Et en fait, c'était pour cacher la misère. Le lundi, le Pipier était vert, le mardi, il était jaune, le jeudi, il était violet. Bon, voilà, ça a été des décisions qui ont été prises pour permettre à l'industrie de travailler. Sur la photo de droite, donc vous voyez ce clocher, et à droite, on aperçoit la maison de retraite. Donc vous verrez plus tard dans les dernières diapos, cette maison de retraite, elle n'existe plus. Alors comme je disais toujours, c'est que quand on a démoli la maison de retraite, ça a été un fait marquant, mais aussi on a replacé le clocher au milieu de la ville, puisque de n'importe quel endroit de Lavelanet, la chose qui prédominait, c'était l'ancienne maison de retraite. Ensuite, sur la partie haute, donc, on a un aspect très minéral avec une barre d'immeubles où on a une paupérisation de la population. On a des logements très insalubres. Et sur la partie basse, donc, on voit l'organisation structurelle de cette dalle béton qui est en fait des poteaux poutres tout simples et qui cachent le cours d'eau. Donc voilà, là on arrive sur des choses beaucoup plus, on va dire, pragmatiques. Donc sur la partie de gauche, ici, on voit que les îlots ont été entièrement démolis, laissant place à un terre-plein qui nous a permis de travailler, puisque la difficulté dans ce projet-là a été aussi de phaser les travaux, puisqu'il ne faut pas oublier que tout autour, ici, habitent des gens et il faut tenir compte aussi de leur mobilité, il faut tenir compte aussi du bruit, voilà, il faut quand même prendre tout ceci en considération. Ceci dit, la démolition de la dalle a été assez rapide. En 3 semaines,
on a démoli la dalle et on a curé le pipier, ce qui est quand même une performance de la part des entreprises. Ça a été assez rapide. Et ensuite, on se retrouve ici sur le pipier avec voilà, tout ce qui est une phase chantier, parce qu'il a fallu également traiter en fait, toutes les eaux usées. Techniquement, ça a été un peu compliqué, puisque sur la photo de droite, donc vous voyez ce tuyau-là, qui permet au cours d'eau encore de fonctionner, mais toutes les maisons que vous voyez au-dessus, toutes leurs eaux usées se déversent sur ce pipier. Je ne vous cache pas qu'on a eu la crainte pendant quelques temps parce qu'on s'est dit, bon, ben, quand on va rouvrir, ça va être une odeur nauséabonde. Et, bon, et en fait, non, bon, plus ou moins, ça a bien fonctionné. Mais la collectivité, quand même, a pris ses, comment dirais-je, a pris quand même ses dispositions puisque on a créé tout un réseau d'eau usée qui est adossé malheureusement à cette barre calcaire. En fait, c'est des pierres taillées. Et bon, voilà, parce qu'il fallait traiter quand même ce réseau d'eau. Actuellement, celui-ci, il va disparaître d'ici 2 ans. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a mis en place un réseau public avec une pompe de relevage, puisqu'on est en partie basse de la ville, pour évacuer les eaux usées. Donc, sur la partie photo gauche, on voit en fait cette chaussée, en fait. L'objectif, ça a été aussi de mettre en valeur le patrimoine hydraulique. Si on voulait qu'il y ait de l'eau en ville, il fallait également qu'on conserve cette chaussée. Et l'autre particularité du projet aussi, au-delà de ces aspects liés aux matériaux et à la conception aussi, parce que je salue les architectes qui ont travaillé sur ce projet-là, puisqu'ils ont fait part d'une imagination assez débordante. Et on peut dire que le rendu est spectaculaire et puis c'est une réelle appropriation des habitants de cet espace, puisqu'on a eu quand même que des retours positifs. Alors, je reviens sur l'aspect hydraulique, c'est qu'on avait un hydrogéologue qui nous a permis en fait de maintenir de l'eau sur cette partie basse, puisqu'en fait là, le pipier s'en va sous un îlot de maison. Et on s'est dit, mais mince, durant l'été, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut quand même qu'on maintienne de l'eau pour avoir en fait ce miroir d'eau qui permet de refléter en fait la montagne sur ce cours d'eau. Et bon, voilà, à travers des merlons qu'on a réalisés, que vous verrez qu'on ne voit pas en fait sur le projet final, c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'ils sont assez bien dissimulés. On a créé une nappe en fait, avec un miroir d'eau ici, en bas, et également en haut. La partie haute était moins compliquée puisqu'il y a déjà des vannes existantes, donc c'était assez facile à gérer. La partie basse, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, sur la phase chantier, on a mis en place des matériaux qui sont assez sympas, puisque ici, sur la partie gauche, vous avez en fait des jardins suspendus qui sont accrochés, on va dire, au mur. Et ces jardins-là, en fait, montent et descendent selon le niveau du cours d'eau, ce qui permet quand même de leur donner matière et puis aussi de leur donner vie. Bon, là, sur les photos, c'était au début, donc c'est pas trop fleuri, mais au printemps, c'est magnifique. Voilà. Donc ici, on a un aperçu en fait de ce miroir et on voit que le miroir reflète bien toute l'organisation de la ville. L'autre particularité, c'est que ici, sur cette partie-là aussi, on avait la crainte qu'il n'y ait pas d'eau. Et en fait, il y a de l'eau constamment, à tel point que cet espace a été réapproprié par les habitants, mais également par les truites, également des canards. Donc en fait, on s'aperçoit que tout le monde a eu plaisir sur ce projet-là. Et puis, je pense que c'est un aménagement réussi puisque tout le monde se l'est réapproprié. Donc voilà, les 2 photos finales sur cet espace réaménagé. Et on lui a donné également une autre caractéristique, c'est qu'on a permis à l'eau de revenir en ville. Et je pense que ça, c'est une étape en fait qu'on a réussi, puisque vous savez très bien qu'on est dans une perspective réchauffement climatique. Et la ville, d'ailleurs, a été primée là-dessus, puisqu'on a participé à un forum sur en fait, faire descendre les températures en centre-ville.
Et il faut savoir qu'à travers ce projet-là, on a gagné quand même 5 degrés de température par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc, c'est quand même quelque chose de non négligeable pour l'avenir et aussi pour ce que l'on souhaite donner à cette ville, c'est-à-dire lui donner une autre image et lui donner une ville de bien vivre. Et surtout, ce qui nous importait aussi, c'était que les gens se réapproprient cet espace. Donc, sur la photo de droite, donc, on aperçoit une passerelle, puisqu'on a mis en place une passerelle qui permet d'accéder de part et d'autre de la ville. Ici, vous avez le clocher et on arrive un peu à comprendre derrière que là, il n'y a plus la maison de retraite. Donc, on a bien remis ce projet d'un aspect paysager de qualité. Voilà, j'étais assez rapide, mais c'était l'objectif aussi de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Donc, voilà encore une démarche tout à fait intéressante. On fait rejaillir l'eau. Je trouve que le symbole, il est quand même très fort. C'est-à-dire que, il y a une reconquête de l'espace public, on l'a bien compris, et vous l'avez très bien expliqué. Et puis, chose qui n'est pas évidente, comme une sorte de rivière souterraine qui réapparaît. Et là, donc, je trouve que là, il y a un processus, encore une fois, tout à fait intéressant. Vous avez parlé des architectes que vous n'avez pas cités. Ce sont les architectes locaux. Je crois que Rémi Papillot de Toulouse. Tout à fait. Dans cette équipe, est-ce qu'il y a d'autres gens? Alors, il y a Daniel Kaufmann, donc, qui est un économiste environnementaliste, donc, qui nous a apporté un appui précieux sur ce projet-là, qui est de Paris. Donc, ensuite, on a Rémi Papillot, qui est un architecte de l'école de Chaillot. Donc, parce qu'il faut savoir qu'au début, quand on a démoli, bon, nous, on n'est pas en périmètre ABF, mais quand même, la pierre était quelque chose d'important pour nous. Bon, donc, on était rassurés avec Rémi Papillot, puisque quand même, il provient de Chaillot, et donc, il a quand même apporté une… C'est une référence, Chaillot. C'est une référence. Tout à fait. Et également, on a un architecte local, qui est Barthélemy Dumont, et sa compagne, Sylvie Dumont, en fait, qui est très spécialisée dans tout ce qui est végétalisation. Et Monsieur Dumont, lui, il est plus sur de l'aménagement urbain. Et c'est vrai qu'on avait une très, très, très belle équipe qui s'est entendue parfaitement avec le chef de projet. C'est quand même quelque chose d'important. On était sur la même longueur d'onde et également avec la maîtrise d'ouvrage. Vous avez tissé des compétences, là, tout à fait, justement, avec des gens différents. Et c'est ça qui fait que ce projet est si fin, je trouve, dans son approche. Et les habitants, ils ont, évidemment, dès qu'on parle d'eau, de nature, tout ça, ça marche toujours, mais ils ont adhéré tout de suite. Ils vous ont même aidé à le faire? Alors, là, ça serait plus ma collègue Camille Coste qui s'occupe de toute la partie maison des projets. Elle a fait un excellent boulot là-dessus, puisque ça a été quand même un projet partagé. Alors, certes, on a eu des problématiques sur des accès, puisque tout le monde voulait avoir son balcon sur la rivière. Donc, voilà, mais bon, ça a été au prix de beaucoup de réunions, beaucoup de négociations. L'autre avantage que nous avions, c'est que la maison des projets se situe en plein secteur. Donc, ça donne quand même voilà, c'est-à-dire que la collectivité est proche des habitants. Ça s'est très, très, très bien passé. Ils adhèrent au projet. Certes, il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais de manière globale, le projet est très bien accepté par la population. Très bonne nouvelle. Hélène? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment intéressant en plus de voir que, parce que ces sujets de faire réémerger des rivières, on les trouve dans des petites, moyennes et très grandes villes, hein, puisqu'à Paris même, on parle de faire réémerger la Bièvre dans le 13e et le 5e arrondissement. Donc, c'est des exemples qui sont à suivre à toute échelle de ville. Moi, j'ai quelques questions en plus de celles qui sont inscrites déjà dans la conversation. Je ne suis pas sûre que vous ayez précisé le financement du projet, s'il a été subventionné par qui. Vous avez parlé des différents appels à projets, territoire énergie positive et puis centre-bourg. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quels sont les partenaires financiers du projet? Oui.
Et puis, peut-être une deuxième, enfin, il y a une question dans la conversation un peu récurrente autour de la compétence paysagiste. Est-ce que vous avez mobilisé des paysagistes dans cette équipe? Troisième question pour moi, qui est celle de l'effet levier en fait sur le voisinage. Vous parliez là à l'instant des balcons sur la rivière, mais est-ce qu'au-delà de ça, ça a recréé une dynamique, une attractivité de cet espace dans la ville, du point de vue commercial? Alors, on est tous là dans une période un peu compliquée avec la Covid, mais voilà, touristique, commercial, est-ce que ça a recréé une valeur immobilière? Enfin, comment est-ce que ça a fait finalement effet rebond, levier sur le territoire? Alors, pour répondre donc à vos trois questions, donc la première, d'un aspect financier, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué puisque au départ, il a fallu en fait démolir l'îlot. Donc, en fait, on l'a découpé en deux, cet îlot central. Donc, la première partie, c'était du RHI Tirori avec de l'habitat insalubre. Donc, l'ANA est intervenue et a démoli les 4 premiers immeubles. Et ensuite, bon, comme c'était des logements qui étaient en infraction au code sanitaire, bon, on a fait l'acquisition et ensuite on a démoli. Donc là, il a fallu aller chercher du FNAD, du FNADT. Ensuite, il a fallu aller chercher région, département. On a également du FSIL sur toute la partie démolition et il y a eu de l'ANA. Ensuite, sur la partie aménagement, ça a été beaucoup plus simple grâce à l'appel à projet TEPCV, puisque j'avais, on va dire, focalisé des enveloppes financières de l'État. Donc là-dessus, on a été subventionné à hauteur de 80%. Voilà, tous les partenaires confondus. On peut s'en féliciter parce que je remercie aussi la maîtrise d'œuvre parce qu'elle a tenu les budgets aussi et c'était quelque chose aussi d'important pour nous. Sur la partie donc aménagement, on a eu le département, la région et l'État à travers TEPCV. Ensuite, concernant votre deuxième question sur l'aspect paysager, on a une architecte assez compétente sur notre ville qui est Sylvie Dumont, donc qui enseigne à l'école d'architecture de Toulouse, mais qui enseigne également voilà, dans certains pays. Elle est assez reconnue mondialement, donc là-dessus, c'est elle qui a mis en exergue ces jardins flottants. Donc, qui, pour nous, était une révolution. Et je ne vous cache pas que, bon, au début, quand on a vu ça, bon, on s'est dit, est-ce que ça va fonctionner? Bon, voilà. Ça fonctionne très bien. Donc, de ce côté-là, on peut s'en réjouir. Et ensuite, concernant la nouvelle attractivité de la ville, on ressent un rebond. On va dire, sur le secteur Sécoustous, il y a un rebond, puisque au bout d'un îlot, on a un investisseur qui a acheté 3 barres d'immeubles. Et je pense que dans l'avenir, bon, là, il y a eu le Covid, je pense que dans l'avenir, il mettra un commerce de bouche, un restaurant, un bar. Et ensuite, sur cette dernière photo, vous voyez donc sur la partie droite où alors les prix n'ont pas augmenté parce qu'il y a eu le secteur, la requalification de ce secteur, mais il y a un engouement. Les gens se réapproprient les lieux pour faire du logement. Alors, c'est des bailleurs sociaux. Après, il y a quand même des propriétaires occupants. Les propriétaires occupants, eux, sont très heureux puisque c'est la première fois en 20 ans que le soleil rentrait chez eux. Donc, c'est quelque chose de... Voilà, c'est vrai, quand on discute avec eux, qu'on est sur le terrain, on s'aperçoit de certaines choses que parfois, derrière un ordinateur, on ne voit pas. Mais quand on est sur le terrain, oui, c'est beaucoup plus frappant. Sur cette reconquête, de manière générale, sur Lavelanet, il y a 5 ans en arrière, on avait 2 agences immobilières. Actuellement, on en a 7. Donc, je pense que le projet Lavelanet 2050, à travers la requalification de cette ville, ce changement d'image, il faut bien se l'accorder, crée un engouement. De l'autre côté, alors par rapport à l'îlot qui est sur la gauche, de l'autre côté, on avait un ancien hôpital rue René Cassin, qui vient d'être racheté et qui vient d'être, on va dire, il était en cours de rénovation. Et juste à côté de cet hôpital, en fait, c'est le départ du projet des forêts urbaines que j'évoquais. Donc, on sent bien qu'il y a un nouvel engouement qui démarre sur ce territoire.
Ben, c'est formidable. Vous avez mis du soleil chez nous aussi, hein. C'était une session très ensoleillée d'ailleurs aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous déplaire. Je vous remercie beaucoup. Je trouve que cette dernière intervention montre à quel point le passage par la qualité des espaces publics a un effet sur la revitalisation des centres-villes à une échelle plus large. Et quand on voit, et ce sera l'objet du prochain forum, à quel point il est difficile de trouver des modèles économiques pour réhabiliter les bâtiments, on se rend compte que le fait de revaloriser déjà, même du point de vue du marché immobilier, une partie des bâtiments leur permet éventuellement d'arriver à compenser les surcoûts de la réhabilitation. Donc, c'est aussi une manière de donner vie à des projets économiques qui peut-être n'auraient pas existé sans cette première étape sur les espaces publics. En tout cas, bravo. On a hâte effectivement de venir voir en vrai comment le soleil rentre dans les logements. Avec grand plaisir de vous accueillir sur Lavelanet. Avec très, très, très grand plaisir. Nous sommes là pour vous accueillir. Voilà, sans problème. Donc, moi, juste pour le mot de la fin, alors j'ai un rendez-vous à 16h, donc je devrais vous quitter. Alors, tout simplement parce que j'ai une réunion sur Petite Ville de demain. Voilà, donc ça fait puisque la boucle est bouclée. Petite Ville de demain. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention, et surtout aux organisateurs de nous pouvoir nous exprimer là-dessus sur ce projet-là. Merci. Merci à vous et la présentation sera mise en ligne comme chaque fois d'ailleurs sur le site du PUCA et celui de l'Agence des territoires.